Donc, ici, pour bien comprendre l'interférence avec des ondes électromagnétiques, le cas le plus simple, c'est de commencer avec des ondes qui ne sont pas électromagnétiques, des ondes qu'on est capable de mieux s'imaginer concrètement. OK? Ici, une onde électromagnétique va agir sensiblement de la même façon qu'une onde qui se promènerait sur une corde. Si je tiens le bout d'une corde, puis que l'autre bout aussi est fixé, puis je donne une impulsion à la corde, juste en la fouettant, il y a une onde qui va se mettre à voyager le long de la corde. Puis si quelqu'un de l'autre côté fait exactement la même chose, sensiblement en même temps, mais qui donne une impulsion inverse à la mienne. Okay? Donc, on a deux ondes qui sont inverses, mais qui voyagent en sens inverse aussi. Éventuellement, elles vont se rencontrer. Puis la superposition des ondes, c'est la même chose que la superposition qu'on a vue, ou le principe de superposition qu'on a vu en électromagnétisme. C'est juste quand deux choses vont se rencontrer ou si deux choses se trouvent au même endroit, on peut additionner leurs amplitudes de sorte à ce que si j'envoie des ondes qui ont une phase inverse où l'amplitude est inverse, quand ils vont se rencontrer ici, l'amplitude totale va être nulle. Seulement le moment où ils vont se rencontrer, puis à l'endroit où ils vont se rencontrer. Okay? Quand ils ont ici, l'amplitude est nulle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'ondes qui vont voyager. En réalité, chaque onde va après ça parcourir la distance qui lui restait en vivant sa petite vie d'onde. Okay? Donc, il va retrouver son amplitude initiale puis sa direction. Maintenant, ici, je vais marquer au moment où ils vont se rencontrer. Ici, je ne mettrai pas I parce que I, on l'utilise pour l'intensité, mais on va dire ici une amplitude nulle okay, à cet endroit-là. Maintenant, si on avait donné un pulse de deux ondes qui sont dans le même sens, évidemment, quand ils vont se rencontrer, ici, ils vont toujours s'additionner. Okay? C'est le principe de superposition, sauf que cette fois-ci, on voit que leur amplitude, en s'additionnant, va faire en sorte qu'on va avoir une double amplitude. Puis après ça, quand chaque onde va se séparer, va poursuivre son chemin de chaque côté. Okay? Donc, on dit que quand les ondes vont s'annuler, ça veut dire qu'il y a de l'interférence destructive. Puis quand les ondes s'additionnent, on a interférence constructive. Okay? Bon, maintenant, on va passer des ondes sur une corde. Un autre cas qu'on connaît très bien, si on lance une roche dans l'eau, évidemment, il va y avoir un patron d'ondes circulaire, donc des petites vaguelettes qui vont s'éloigner de là où on a jeté la pierre. Mais si on a lancé deux pierres dans l'eau exactement au même moment, chaque pierre va créer ses propres ondes. Puis à certaines places, les ondes de la première pierre vont venir canceller les ondes de la deuxième pierre. Puis à d'autres endroits, les deux ondes vont s'additionner. Donc, il va y avoir interférence constructive à certaines places, interférence destructive à d'autres places. Puis ici, ce qu'on voit, c'est exactement ce cas-ci. C'est que si on regarde l'amplitude de l'onde ou du milieu, en fait, là, qui va être la superposition des deux ondes, à certains endroits, l'amplitude totale ici va être nulle. Donc, ça va être l'interférence destructive. Oups, mon crayon marche mal, manque d'encre. Puis à certains autres endroits, comme ici sur la courbe, on voit que l'amplitude est maximale. Donc là, ça va être de l'interférence constructive. Okay. Bon, maintenant, passons dans le cas un peu plus abstrait, qui est celui de l'onde électromagnétique. Bon, supposons que j'ai une source de lumière. Ici, souvent, on utilise le soleil parce que historiquement, les gens utilisaient beaucoup le soleil comme source de lumière. On le fait d'abord passer à l'intérieur d'une fente pour s'assurer qu'on a un front d'onde qui est cohérent. Là. Donc, une lumière qui va avoir la même intensité ou la même amplitude partout. Comme ça, on sait que ici, l'onde qui va arriver à la première fente et à la deuxième fente va être en phase. Okay? Sinon, on peut avoir une onde, si elle n'est pas d'abord passée par la première fente, on peut avoir une onde qui ressemble à ça. Puis rendu ici à la première fente, peut-être que le point de cette onde-là, ici, ne sera pas en phase avec celui-là. Okay? Ce qui fait en sorte que ça va un peu bousiller le patron d'interférence qu'on essaie d'avoir. Donc, c'est l'utilité de la première fente. Donc, d'un point de vue physique, on peut considérer en fait que chaque fente va être comme une nouvelle source de lumière qui va produire des fronts d'ondes sphériques ou circulaires. Okay? Si on
on va rester en 2 dimensions, là. Puis, maintenant, on a 2 ondes ici, pareil comme tantôt qu'on avait lancé nos 2 petites roches. Ça veut dire qu'à un certain point de l'espace, un peu plus loin, nous, on va souvent utiliser un écran pour projeter la lumière. Bien, sur cet écran-là, à certains endroits, il va y avoir interférence constructive, puis à d'autres endroits, il va y avoir interférence destructive. OK. C'est un peu la nature mystérieuse de la lumière, c'est que si on a juste une fente, notre écran est éclairé partout. On rajoute un deuxième point, donc une deuxième source de lumière, et tout à coup, à certains endroits, il n'y a plus de lumière. Donc, on a un patron d'interférence ici avec des sommets où on a une frange brillante, une frange sombre, une frange brillante, une frange sombre, qui correspond à l'interférence constructive, là où les ondes vont s'additionner, puis l'interférence destructive, là, ils vont s'annuler. Okay? Et pourquoi ça fait ça? Ici, c'est que le chemin parcouru par la lumière va être différent, tout dépendant où je me trouve sur l'écran. Étant donné que si je me trouve à un point P sur l'écran, je ne me trouve pas à la même distance des 2 sources de lumière. On voit ici que pour la deuxième source de lumière, il y a un parcours supplémentaire qui est fait par la lumière. Ce qui fait en sorte que rendu, même si nos 2 sources sont en phase initialement, si j'ai une des 2 sources qui doit parcourir un peu plus de distance, elle n'arrivera pas nécessairement en phase avec la première lumière ou la première source de lumière. Okay? Si elle arrive, par exemple, à la moitié de la phase, là, comme une demi-longueur d'onde, ça veut dire que la première onde ici va arriver comme ça, par exemple. Puis la deuxième onde, en arrivant, elle va arriver avec la phase inverse, comme ça. Quand on va additionner ces 2 ondes-là, elles vont se canceller. Okay? C'est la même idée que j'ai ici. Si j'ai des ondes qui ont des phases inverses qui se rencontrent, vont se canceller. Donc, c'est exactement la même logique ici. Puis la différence vient simplement du fait que la source de lumière numéro 2, ici, va parcourir une distance supplémentaire ou un parcours supplémentaire. Ce parcours supplémentaire-là, ici, on l'appelle ça delta pour la différence de marche. Okay? Donc, on voit ici dans le schéma. Donc, le petit delta, c'est le chemin que doit parcourir de plus la lumière qui vient de la source numéro 2. Bon, maintenant, comment on fait pour s'assurer qu'on a de l'interférence, puis dans quelles conditions ça va arriver? On va faire le lien entre ce qui se passe du côté de la phase, donc où je me trouve dans mon oscillation de la lumière, puis la différence de marche, qui est le parcours supplémentaire que mon rayon de lumière doit parcourir pour arriver au même point sur l'écran. Donc, du côté gauche de l'équation, j'ai ce qui a rapport avec la phase. Donc ici, la différence de phase, c'est le delta phi, qu'on divise par 2π. Donc, on le sait qu'un tour complet, c'est 2π. Donc, la différence de phase, ça va être à quel point mes 2 ondes n'arrivent pas en même temps. Okay? Si je me trouve, par exemple, à θ égale à 0, donc au début de mon oscillation, puis le rayon numéro 2, lui, comme il a parcouru une petite distance de plus, il a continué à osciller, puis maintenant, il est à π. Donc là, j'aurai une différence de phase de π. Okay? Puis, si j'ai une différence de phase de π, ici, j'aurai π sur 2π, ce qui me donne une demi. Ça veut dire que je suis une demi-oscillation plus loin ou avant. Okay? Tout dépendant comment on veut le voir. Là. Du côté gauche de l'équation, c'est ce qui a rapport avec la phase. Puis du côté droit, c'est ce qui a rapport avec l'espace. Okay? Donc, si ma différence de marche ici, qui est simplement mon petit parcours supplémentaire, le delta, divisé par la longueur d'onde lambda, ça me dit quelle fraction de longueur d'onde j'ai parcouru de plus. Okay? Donc, on voit que si, par exemple, ici, je me trouve pi plus loin, donc comme un demi-tour plus loin, ici, ça veut dire que ma différence de marche correspond à une demi-longueur d'onde de plus, okay? Ce qui est logique. Étant donné qu'une longueur d'onde, ça correspond à 2π, un tour complet. OK? Donc maintenant, on va surtout s'intéresser à quand on a de l'interférence constructive puis quand on a de l'interférence destructive. Donc, pour avoir de l'interférence constructive, il faut que nos ondes soient en phase. Okay? Donc, rendues au même point exactement dans leur oscillation. Donc, ça va arriver quand on a un déphasage qui est un multiple entier de 2π. Okay? Je peux avoir parcouru une distance supplémentaire,
Mais si cette distance-là correspond exactement à une longueur d'onde, quand je vais arriver avec la même phase que le premier faisceau. Mais ça peut être vrai si j'ai parcouru 2 longueurs d'onde, je vais arriver en phase, 3 longueurs d'onde. Donc, il faut juste que ce soit un multiple entier d'une longueur d'onde. Puis, si on regarde l'équation ici, mais en fait, il faut juste que ce soit un multiple entier de 2π quand on regarde la phase. Donc, ça, c'est vrai pour n qui vaut plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Okay. Dans ce cas-là, la différence de marge, comme j'ai dit, il faut que ce soit un multiple entier de la longueur d'onde lambda. Puis, le multiple entier, on utilise souvent m. M, en fait, ça correspond à l'ordre de la frange. Okay? Donc, on a la frange m égale à 0 au centre de l'écran. Puis après ça, première frange brillante, ça va être m égale à 1, deuxième, m égale à 2, comme ça. Puis on peut monter en termes d'ordre de frange. Bon, interférence constructive, c'est fait. Maintenant, quand est-ce que nos 2 rayons de lumière vont s'annuler? C'est ce qui correspond à l'interférence destructive. Donc, dans ce cas-là, il faut être comme un multiple impair de π sur 2. Okay? Ce qui veut dire que, en fait, il faut toujours que je me trouve une demi-longueur d'onde après pour être sûr que je me trouve à une phase inverse. Donc, si je suis à 0, si le premier rayon arrive à 0 en termes de phase au point P, il faut que je me trouve une demi-longueur d'onde après, ce qui correspondrait ici à phi égale à pi. Okay? Si on se souvient du cercle unitaire, là, comme ça. Si j'ai mon cercle unitaire, je présume que vous avez vu ça quand vous avez été introduit aux oscillations. Donc, ça, c'est mon cercle unitaire. Si le premier faisceau arrive ici avec une phase de 0, mon deuxième faisceau va arriver ici avec une phase de pi. Puis là, on voit que j'ai des phases inverses. Donc, je vais avoir interférence destructive. Okay? Donc, le but, c'est juste d'être décalé d'une demi-longueur d'onde exactement pour faire en sorte que nos deux rayons s'annulent. OK. Bon, ici, on voit maintenant à quoi ressemblent les franges brillantes puis les franges sombres pour un setup typique de l'expérience de Young. Donc, j'ai mes 2 fentes distantes d'une distance d avec le parcours optique de chacun. Puis ici, j'ai le parcours supplémentaire qui est parcouru par le rayon de lumière numéro 2, disons. Puis, on voit qu'au centre de l'écran, ici, je vais toujours avoir une frange qui est brillante, étant donné qu'au centre, le parcours va être symétrique. Okay? Donc, le chemin, ici, quand je me trouve à θ, quand je me trouve à θ égale à 0, nécessairement, je vais avoir parcouru la même distance par rapport à chacune des fentes, ce qui fait en sorte que je vais arriver en phase. Okay? Nécessairement. Donc, j'ai toujours une frange brillante au centre. Puis après ça, je vais passer par une frange sombre. Donc, ça ici, c'est frange brillante. Et entre les deux ici, je vais avoir une frange sombre. Et puis, après ça, ça va alterner. Brillant, sombre, brillant. Donc, celle-là ici, comme elle est au centre, ça serait ma frange d'ordre 0. Ici, ça, c'est ma frange d'ordre 1 et ainsi de suite. Okay? Et même chose pour en dessous. Si au centre, c'est ma frange d'ordre 0, en dessous, ici, je vais avoir ma frange d'ordre 1, moins 1, ici, moins 2, et etc. Okay. Voilà. Bon, maintenant, on va faire quelques approximations géométriques pour qu'on se simplifie un peu la vie. Mais ces approximations-là ne seront pas toujours vraies. Okay? Une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est regarder, valider, voir si ces approximations-là sont bonnes. Sinon, il va falloir être un peu plus astucieux. Mais on voit que ici, géométriquement, la différence de parcours ou la différence de marche, le delta ici, approximativement égal à d sin θ. Si on regarde le triangle, ici, celui-ci, okay? Donc j'ai mon angle θ ici, qui est en fait mon angle par rapport à mon point P sur l'écran, comme ça. Donc là, j'ai mon angle θ. Je vais avoir le même θ dans le petit triangle ici. Donc, d'un côté, en fait, j'ai dessiné le triangle ici. Là.
Donc, j'ai mon angle θ ici, j'ai ma différence de marche. Ici, j'ai toujours un angle droit. OK? Ça, c'est une approximation. Donc, je vais avoir un angle droit, donc je peux dire que le delta ici, ben, c'est d sin θ. OK? Juste par trigo, là. C'est approximativement vrai. Pourquoi c'est approximativement vrai? En fait, pour avoir un angle droit ici à la base du triangle, OK, il faudrait que le, le vecteur ou le rayon R1 et R2 soient parallèles. Pour que R1 et R2, ici, ben, juste cette partie-là, de là à là, soit la même longueur que celle-ci. OK? Donc, ça, c'est vrai seulement si j'ai un angle droit qui est là. En réalité, on le sait que ces deux rayons-là ne peuvent pas être parallèles parce qu'ils aboutissent au même point. Et il faut qu'il y ait un angle, un certain angle pour qu'éventuellement ils se croisent sur l'écran. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils sont parallèles, mais si on dit que la distance L qui sépare l'écran et nos fentes est beaucoup plus grande que la distance D qui sépare nos deux fentes entre elles, bien, si L est vraiment plus grand que D, on se rapproche de deux rayons qui sont localement parallèles, okay, ici. Donc, on n'est pas loin d'avoir un angle droit. OK. Donc, tantôt, on avait dit que pour avoir des franges brillantes, il faut que la différence de marche soit un multiple entier de la longueur d'onde pour arriver en phase. Puis, on vient de dire que D, c'était approximativement égal, delta, pardon, c'est approximativement égal à D sin θ. Donc, ici, j'ai l'équation pour les franges brillantes que D sin θ, c'est égal à M lambda. Et on peut faire le même exercice pour les franges sombres. Ici, le delta qui est égal à D sin θ, c'est toujours vrai. Puis on se souvient que pour avoir des franges sombres, bien, il faut toujours être décalé d'une demi-longueur d'onde. Donc, c'est pour ça ici, j'ai M plus une demi-longueur d'onde, okay, pour arriver déphasé. Voilà. Maintenant, dernière relation qui est importante pour nous, bien, pour les exercices qui vont suivre. Bien, si on s'intéresse à savoir quelle est la hauteur d'une frange particulière sur notre écran, ou même si on veut savoir c'est quoi la différence de hauteur ou l'espacement entre deux franges, on va utiliser cette formule-ci. Simplement, tan θ qui est égal à y sur L. Donc là, j'ai mon triangle ici avec mon angle θ, okay, l'angle par rapport à l'écran ici. Donc là, j'ai tan θ qui est égal à opposé sur adjacent, donc y sur L. Ça va? Donc ça, c'était la brève, pas si brève introduction, ou plus un rappel au phénomène d'interférence.